Chers invités, chers participants, au nom du mouvement Africa First, nous vous souhaitons la bienvenue à cette première journée des 72 heures dédiée à la commémoration de Omar Blondin Diop. En ce moment de mémoire et de recueillement, il est important de rappeler que le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui fut la prison dans laquelle notre camarade, oncle, père et grand-père Omar Blondin Diop a trouvé la mort dans la nuit du 10 au 11 mai 1973, ici même sur l'île de Gorée. Ce lieu chargé d'histoire et d'émotions nous rappelle les sacrifices consentis par ceux qui ont osé se dresser contre l'injustice, l'oppression et la domination impérialiste. Nous sommes réunis ici non seulement pour honorer sa mémoire, mais aussi pour faire vivre son combat, ses idées et son engagement révolutionnaire au service des peuples africains. Nous saluons avec respect et considération la présence de la famille Blondin, qui depuis des années ne ménage aucun effort afin que justice soit rendue à leurs dignes fils. Par leur dignité, leur patience et leur engagement constant pour la vérité et la mémoire, la famille Blondin porte un combat qui dépasse le cadre familial, celui de la justice, de la vérité historique et du devoir de mémoire envers tous les martyrs de la lutte pour la liberté et la souveraineté de l'Afrique. Durant ces 72 heures, nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble sur son héritage intellectuel et militant, afin que les nouvelles générations comprennent que la lutte pour la souveraineté, la justice et la dignité demeurent toujours actuelles. Nous remercions chaleureusement tous les camarades, élèves, étudiants, sympathisants et participants pour leur présence, leur engagement et leur contribution à cette commémoration. Que ces journées soient un moment de mémoire, de conscience et de renforcement de notre engagement militant. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Camarade Kissama. D'abord, mes plates excuses pour la mise, pour reprendre un propos du juge Kebambay, parce que je pensais que j'allais venir et visiter et discuter avec les camarades, mais encore une fois, je me retrouve panéliste. Sylvie ne m'a pas fait de cadeau, d'ailleurs, c'est pas la première fois, donc y a pas de souci. En tout cas, c'est un plaisir, c'est vraiment un très grand plaisir d'être là. Je m'appelle Salou Diop, comme Kissama l'a dit, je suis enseignant à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, doctorant chercheur et membre du mouvement Carbone 14, qui fait la promotion de la pensée du professeur Cheikh Anta Diop au Sénégal et un peu partout dans le monde. Alors, pour la première question, par rapport à la résolution, c'est une très bonne question. Je pense que, effectivement, ça a fait l'actualité dernièrement et ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je reste sur ma faim pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une résolution. Ça reste une résolution. Bien entendu, on peut y voir une forme d'avancée. Je suis tout à fait d'accord. C'est une résolution et il est important dans cette résolution de voir qui a été pour, qui s'est abstenu et qui a été contre. Extrêmement important. Surtout par rapport à nous. Si on part dans ce contexte sénégalais, par exemple, dans le cadre de la justice et de la réparation, nous, on a plus affaire à la France. Quelle a été la position de la France au cours de ces votes-là? Effectivement, ils ont préféré l'abstention. Ça en dit long. Ça en dit long. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas prêts à engager le débat, ne sont pas prêts à dialoguer, pour la pure et simple raison qu'ils pensent qu'il n'y a absolument rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir.
C'est comme ça, en tout cas, moi, que je l'ai compris. Maintenant, à partir de ce moment, quelle doit être notre posture, premièrement, en tant que pays, le Sénégal, mais aussi en tant que continent. N'oublions pas, encore une fois, que ceci a été fait, toute cette violence qui a été perpétrée, hein, venant des anciens colons, l'ont été fait sous la bannière d'espaces continentaux ou d'espaces sous-continentaux, pour reprendre un propos de Cheikh Anta Diop. On n'avait pas encore le Sénégal tel qu'il est ficelé comme ça. Les frontières de Berlin sont passées par là, bien entendu. Et moi, je pense qu'il est extrêmement important, de prime abord, de ne pas, pour aller vers la question de la réparation, de ne pas, bien entendu, aller séparément. Pourquoi je dis ça? Il y a un cas qui existe. Avant ce qui s'est passé avec la Shoah et les autres génocides qu'on met en avant, il y a, bien entendu, en 1904, un génocide qui s'est passé en Afrique. Au niveau de la Namibie, de l'actuelle Namibie, avec les Herero. On n'en parle pas. Entre 1904 et 1908, c'est plus de 80% d'une communauté qui a été complètement décimée. On ne voit pas ça. Ce débat n'est pas posé au niveau, bien entendu, de l'espace public. La Namibie a été obligée de faire cavalier seul et d'attaquer l'Allemagne. Et bien entendu, ils ont eu gain de cause en 2021. Ils ont eu gain de cause en 2021. Mais encore une fois, l'Union africaine, je reste encore une fois sur ma fin, l'Union africaine n'a pas fait son travail. Bon, comprenez quand on parle de l'Union africaine, bien sûr. N'a pas fait son travail, en tout cas, d'intégration pour pouvoir traiter ces questions-là sous un angle continental ou sous-continental, encore une fois, parce que c'est une question de rapport de force, encore une fois. Ces gens-là n'ont pas se sont levés par gaieté de cœur pour se dire que on va cesser toutes ces violences-là, que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage. Ça a été, qu'on le veuille ou pas, un rapport de force. Ils ont été obligés à un moment donné, il y a eu un effondrement des différents empires qui portaient un peu et qui perpétraient cette violence-là, et ils étaient obligés, bien entendu, de soit d'arrêter par rapport à l'esclavage ou de dire qu'on va leur donner leur supposée indépendance. Allez-y savoir si c'était vraiment une indépendance. On peut toujours en discuter. Juste pour dire que ça n'a jamais été une question de morale, parce que Kissama en a parlé tout à l'heure. La question de la morale n'intervient pas ici. C'est une question de rapport de force, bien entendu, mais au-delà des questions de rapport de force, c'est une question de ce qu'on a à notre disposition pour aller demander ces réparations-là et cette justice-là. D'un point de vue juridique, bien entendu. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on va chercher tous les arguments qui vont nous permettre, d'un point de vue juridique, d'aller attaquer ces pays-là, ces anciens colons-là, au niveau des tribunaux, pour pouvoir les contraindre, bien entendu, à non seulement reconnaître, parce qu'avant de parler de réparation ou de justice, il faut qu'ils puissent reconnaître. Quelqu'un qui a préféré s'abstenir par rapport à cette révolution, vous pensez qu'il reconnaît qu'il a une certaine responsabilité vis-à-vis de ce qu'il a fait, perpétré comme violence? Je ne pense pas. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas de la France. Macron, de manière très timide, a été obligé, bien entendu, Kissama a parlé du livre blanc que Mamadou Diouf a coordonné, le professeur Mamadou Diouf et les autres. Macron a été bien obligé, bien entendu, de mentionner effectivement une sorte de responsabilité. On l'a vu aussi récemment dans un passé pas très lointain, au niveau à Kigali, bien entendu, au niveau avec ce qui s'est passé en 80, le génocide des Tutsis en 94, en fait. Timidement, à peine, en fait. Mais, juste pour les parallélismes de forme, mais d'un point de vue institutionnel, je pense qu'on n'en est pas encore là. On n'est pas encore prêt. Ces gens-là qu'on a en face ne sont pas encore prêts à s'asseoir avec nous autour d'une table, à traiter la question de la réparation, bien entendu, la question de la justice. Donc, je pense que la résolution, bien entendu, elle est importante, mais pour moi, je pense qu'elle reste toujours une résolution. Il faudra aller au-delà de la résolution, en fait. Un autre élément aussi qui est extrêmement important, je pense, c'est que avant, au niveau de l'ONU, bien entendu, c'est extrêmement important. Mais que fait l'Union africaine? Je pense qu'en 2025, l'UA, la résolution qui a été portée par le Ghana, je pense que la même a été portée par le Togo, je pense, si je ne me trompe pas, en 2025.
au niveau de l'Union africaine. Je pense que c'était en février 2025. Moi-même, j'étais à Addis Abeba en cette période, donc j'ai pu être témoin un peu de la plupart des discussions qui allaient dans le sens, bien entendu, de faire de telle sorte que l'Union africaine puisse jouer son rôle, en tout cas de sentinelle, pour que l'Afrique de manière générale et tous ces pays-là qui aujourd'hui mettent la question de la réparation de la justice sur la table puissent être accompagnés d'un point de vue institutionnel. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi je dis ça? Parce que, et ça prête à sourire parce que si c'était en 2025, en février 2025, jusque-là, ça ne porte pas. Pourquoi je dis que ça prête à sourire? Parce que ça montre encore une fois qu'on n'a pas su lire un grand penseur qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Parce que dans son projet d'État fédéral, Cheikh Anta Diop mettait l'accent sur un certain nombre d'éléments, mais surtout il insistait sur 3 aspects. La question de la langue, une langue d'unification et pas une langue unique, extrêmement important. Mais au-delà de la question de la langue et de la question de la circulation, il mettait aussi l'accent sur la question de la diplomatie. Qu'on puisse arriver à un stade où on va parler une seule voix pour pouvoir peser en termes de diplomatie. Qu'on puisse, bien entendu, si c'était le cas, avoir un siège au niveau du Conseil de sécurité. Je pense que c'est pas encore demain la veille. Fait 54 pays et on n'a pas de voix au chapitre 110 long, en fait. Donc, pour moi, l'Union africaine, en tout cas, est attendue sur ce terrain-là pour pouvoir, bien entendu, faire un peu, poser des jalons, aller dans ce sens-là pour la question, bien entendu, de la réparation par rapport à la résolution qui a été votée, qui a été prise en compte, pour que ça ne reste pas seulement une résolution, mais que ça aille, bien entendu, au-delà de ça. Voilà. Donc, pour un premier tour, je m'en limite là. Merci, Kissa. 1 minute, 3 secondes. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers panélistes. Le doyen Diallo Diop, Salou Diop et la camarade Kissama. Je pense que si j'avais vu l'affiche avant d'approuver ma participation, je n'aurais pas dû venir. J'aurais dû rester chez moi et suivre le panel en direct. Mais Sylvestine ne m'avait pas dit ça. En tout cas, c'est un honneur pour moi de prendre la parole et de participer à cette discussion qui tourne autour de la justice et de la réparation. Je pense qu'il y a l'année 2025 qui a été nommée comme une année de réparation par l'Union africaine. On avait tenu des discussions sur les réparations autour du massacre de Thiaroye et parlant aussi des crimes coloniaux et autres. Donc, je pense que là où le camarade de Salou a terminé est très intéressant. C'est de voir en termes de réparation, en termes de rapport, quel est notre interlocuteur direct face à cette situation-là. Et nous, Sénégalais, ce qui nous intéresse, c'est la position de la France par rapport à ce qui se passe. La France, c'est l'ancienne puissance coloniale qui nous a colonisés. Et ce qui s'est passé sur la terre sénégalaise concerne directement l'empire colonial français. Et il est important de voir l'attitude de la France par rapport à ces crimes. Non pas tout simplement sur le Sénégal, mais sur les autres colonies, en tout cas d'Afrique ou bien d'Asie. Je pense que hier, le 8 mai, on a célébré la capitulation de l'Allemagne. Ça a coïncidé aussi avec le massacre de Sétif. Et ça, c'est quelque chose qui est assez significatif. C'est de voir qu'on est en train ici de célébrer à Gorée ce qui s'est passé avec Omar Blondin Diop, mais en même temps, il y a dans d'autres colonies où on est en train aussi de célébrer, en tout cas, des crimes qui ont été perpétrés par la France. C'est de dire que c'est un pays qui a ouvert des fronts un peu partout à travers ses colonies. Et il est important de voir quelle est l'attitude maintenant de la France par rapport au Sénégal. La France peut avoir une attitude différente avec les autres anciennes colonies, mais il faut voir, nous, notre position par rapport à la France. Il l'a dit tantôt sur la question de la réparation, c'est une résolution. Les résolutions avec la question palestinienne, on en voit, c'est une multitude de résolutions, mais c'est des résolutions à papier. C'est pas appliqué. Depuis lors, on parle de retrait de territoire, on parle de libérer les territoires, en tout cas qui appartenaient à la Palestine d'antan, mais jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que
l'Israël s'entête à appliquer en tout cas ces résolutions-là. Ça veut dire que ça, c'est juste des décisions qui ont été faites sur papier et qui n'ont pas de répercussions réelles par rapport à l'évolution des situations. C'est pourquoi il ne faut pas se faire en tout cas emporter par ces résolutions, mais d'aller sur des questions très essentielles. Sur Thiaroye, par exemple, on parle du massacre de Thiaroye. Macron a parlé de massacre pour la première fois, c'est intéressant, mais il fallait aller dans un sens de concrétiser cette reconnaissance-là. Concrétiser cette reconnaissance-là, c'est aller dans le sens d'aider les Sénégalais à restaurer la vérité historique. Reconnaître, c'est une chose, mais aider le Sénégal à restaurer la vérité historique, ça aussi, c'est autre chose. Je pense que c'est le combat qui a été engagé par les militants depuis fort longtemps. Et toujours, on demande à ce que la France puisse mettre à notre disposition les mécanismes permettant à nous-mêmes de raconter l'histoire telle qu'elle est passée, telle qu'elle s'est déroulée. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mensonge d'État. Je pense que je parle sous le contrôle du doyen Diallo. Armel Mabon, par exemple, il parle de mensonge d'État. Ça veut dire que la France a perpétré un crime et continue de mentir sur comment le crime s'est déroulé et a nié sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Et c'est la même chose avec ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui avec la question de Omar Blondin. Donc là, c'était un État colonial, mais après, c'est la continuité avec les nouveaux dirigeants qui perpétraient les mêmes pratiques que la puissance coloniale. C'est la raison pour laquelle, après les décolonisations, vous allez voir que tout ce que l'Empire colonial français faisait comme crime, faisait comme massacre, a été perpétré par les premiers dirigeants néocolonialistes. C'est pourquoi il est important de ne pas dissocier les questions mémorielles, de ne pas dissocier les questions de justice parce qu'ils sont liés. C'est une continuité de ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Alors, ce qui est important sur la résolution portée par le Ghana, c'est de voir qu'il y a un début. Maintenant, comment essayer à partir de ce début-là, d'essayer en tout cas, de porter le combat sur le plan continental. Parce qu'il l'a tantôt dit, on n'a pas de force diplomatique, on n'a pas de force géopolitique permettant d'y aller d'une manière individuelle. Il est important d'y aller d'une manière collective. Il faut synchroniser les forces, que ce soit les anciennes colonies britanniques, les anciennes colonies françaises, les anciennes colonies lusophones ou autres. Il faut que les forces soient synchronisées. Parce que la question de l'esclavage, la question de la colonisation ne concerne pas tout simplement les peuples qui ont été colonisés. Si on fait, par exemple, les statistiques, 70% de la population mondiale est concernée par les questions de réparation. Pourquoi? Parce que même si c'est la France qui a perpétré des crimes, la France a un devoir de mémoire sur tous les crimes que la France a perpétrés. Donc, tu es intéressé par la question de réparation, soit parce que toi, tu as subi des crimes, tu as subi des massacres, ou bien c'est ton peuple qui a perpétré des massacres ou bien des injustices sur d'autres peuples. Donc, cette question-là n'est pas une question isolée. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on est en train d'en parler, mais il faut voir une attitude panafricaine. Il ne faut pas y aller d'une manière séparée. C'est ce qui se passe avec Thiaroye. On célèbre Thiaroye à chaque fois à Thiaroye. Pourquoi pas célébrer Thiaroye à Bamako, célébrer Thiaroye à Niamey? Ça permettrait d'avoir une vision panafricaine et de montrer aux Maliens, de montrer aux Burkinabés que ce que nous célébrons à Thiaroye, c'est aussi une chose qui vous intéresse. C'est aussi vos ancêtres qui ont été tués à Thiaroye. Ça permettra en tout cas de sauter les barrières artificielles et d'aller dans des combats en tout cas beaucoup plus conséquents, dans des combats qui vont nous permettre d'avoir une gain de cause. Et il est important donc de soutenir en tout cas toute initiative africaine allant dans ce sens-là, afin maintenant d'avoir une voix audible, une voix qui porte et une voix qui permettra de régler ces problèmes-là. Donc, de la même manière que le Ghana est en train de montrer la voie, il faut que les pays francophones aussi, qui sont un peu en retard parfois dans les questions de réparation et de contestation des injustices, d'aller dans ce sens-là, dans une dimension panafricaine, dans une dimension en tout cas africaine, afin d'obtenir des solutions en tout cas beaucoup plus conséquentes, contrairement à des décisions individuelles. Alors, c'est pourquoi donc, si on parle de réparation,
il faut voir la chose donc d'une manière globale. Il faut voir la chose d'une manière collective afin d'aller dans le sens, en tout cas, de trouver des solutions concrètes. Parce que si la France, par exemple, dans le cadre de la colonisation, nous a subdivisés en ensemble et que nous, en voulant restaurer ces injustices coloniales, nous voulons aller dans un sens individuel, ça c'est problématique. Par exemple, pour administrer les colonies francophones, la France a créé l'AOF, a créé l'AF, entre autres. Donc nous, dans le sens d'aller vers les réparations, dans le sens d'aller vers la quête de la justice, il ne faut pas y aller d'une manière individuelle. Il faut y aller d'une manière collective et ça va permettre d'avoir des résultats en tout cas très satisfaisants et d'aller dans le sens de réparation d'une manière beaucoup plus globale. Parce que ce que la France a perpétré, c'est pas tout simplement en Afrique. Il y a eu Thiaroye 44. Dans une vidéo, il y a le docteur qui énumère les massacres perpétrés par la France. Il y a le massacre de Sétif, le massacre de Thiaroye, de Haïphong, Madagascar, Côte d'Ivoire, entre autres. Donc, il faut synchroniser ces revendications-là pour aller en tout cas dans une restauration de la justice, de la dignité des peuples qui ont été en tout cas bafoués par la France et toutes les autres puissances coloniales pendant l'esclavage, la colonisation ou même le néocolonialisme. Donc voilà ce que j'avais à dire en guise de première prise de parole et merci beaucoup de votre aimable attention. Merci aux organisateurs, merci à toute l'assistance présente. Il est difficile de dire plus que ce que viennent de dire les deux premiers. Simplement, j'ai entendu une formule qu'il aimait beaucoup. Il disait que c'est la chronologie qui confond les faussaires. Et c'est très bien vu parce que c'est aussi bien les faussaires en politique, qui font des promesses qu'ils ne tiennent pas, que les falsificateurs scientifiques. On dit que la France est le pays des droits de l'homme. Mais les crimes contre l'humanité accumulés aussi bien par la monarchie française que par les républiques, les 5 républiques, sont innombrables. Là, on ne va pas les énumérer. Mais il y a un fait récent dans l'histoire des Nations Unies, qui est une organisation complètement discréditée, puisque là, elle n'arrive plus à intervenir sur aucun des grands conflits du monde contemporain. Mais ils ont, paraît-il, proposé une résolution condamnant l'esclavage. Tous les pays ont voté, parce qu'il y a pratiquement que même les monarchies ont voté, pas seulement les républiques. Mais regardez quels sont les pays qui se sont abstenus. Il y a les États-Unis, avec Israël, qui est en fait le 51e État de la Fédération américaine, et l'Argentine. Qu'est-ce que ces 3 pays ont en commun? C'est d'être des génocidaires non repentis. L'Argentine est les rares pays, sinon le seul pays d'Amérique du Sud, à avoir achevé l'extermination des Amérindiens, c'est-à-dire de la population indigène. Il paraît que quand vous allez à Buenos Aires, contrairement aux autres pays sud-américains, vous ne voyez pas d'Amérindiens. Et c'est pas par hasard que les génocidaires manqués de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, c'est là-bas qu'ils ont pris refuge une fois qu'ils ont été battus par les Alliés. Donc, en pratique, nous autres Africains, qui sommes considérés un petit peu comme la lie de l'humanité, par la manière dont on nous maltraite un peu partout, y compris en Orient, alors qu'on était parti sur la solidarité afro-asiatique au tournant des indépendances, nous autres Africains, nous ne devons croire personne sur parole, mais juger, distinguer nos amis de nos ennemis ou de nos adversaires sur la base de leurs actes et non de leurs déclarations. Et comprendre que si l'Afrique est aujourd'hui un petit peu la lie de l'humanité et que n'importe qui se croit autorisé à faire n'importe quoi avec les Africains, pas seulement chez eux, mais aussi même chez nous, mais c'est notre faute.
Hein? Les Wolofs disent ou début, nous le guissons le. Donc, si nous voulons changer le déséquilibre mondial entre le nord et le sud, on peut dire, mais moi j'ai envie de dire entre la tricontinentale, donc des pays qui ont connu l'asservie de l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la ségrégation, la discrimination raciale, ethnique, etc. Nous devons faire un bloc contre les prétendus maîtres du monde, qui sont finalement les destructeurs de la planète, et qui, si ils continuent, bientôt, mais la survie même des humains sur la planète sera compromise. Et charité bien ordonnée, commençant par soi-même, commençons par balayer devant notre propre porte, c'est-à-dire à libérer l'Afrique. Et la condition sine qua non de sa libération, c'est son unification politique. Réunir l'Afrique. On a le privilège d'être le seul continent qui, s'il veut faire une fédération politique, peut avoir une 6e région extracontinentale, c'est notre diaspora. Et notre diaspora est significative, pas seulement en Occident, c'est-à-dire dans les Amériques, mais aussi en Orient. Il y a des Africains en Orient qui sont des populations souches, parce que c'est l'Afrique qui a peuplé le monde. Et c'est quand ils ont quitté les zones intertropicales chaudes et humides pour arriver dans les steppes eurasiatiques froides et sèches, arides, qu'ils se sont décolorés graduellement, avec les jaunes qui sont un petit peu la race de transition entre les deux mondes. Donc, to make a long story short, tout ce que les camarades viennent de dire là, avant moi, sur les différents points posés, ils posent la question de fond, qui est une question mémorielle, certes, parce qu'on ne nous enseigne pas notre propre histoire, on nous enseigne l'histoire de nos envahisseurs. Sinon, regardez l'histoire de l'Afrique dans le XXe siècle. On a ouvert le XXe siècle sur un double génocide. Il l'a rappelé, hein, les génocides des Herero et des Nama, qui est un génocide allemand, hein, bien avant le nazisme, et le génocide du roi des Belges Léopold II au Congo, 10 millions de morts, pour la toute petite Belgique tribaliste, hein, puisqu'ils ont le problème interne entre les Flamands et les Wallons. Et nous avons clos le XXe siècle sur un double génocide. Le génocide du Congo, n'est-ce pas? Et quel est le second génocide de l'affaire? Des Tutsis, évidemment. Les génocides des Tutsis. Voilà. Alors, comment se fait-il que le berceau de l'humanité, qui a donné naissance à tout le reste de la planète, de la population terrestre, est le concentré de toutes les misères du monde, y compris les crimes contre l'humanité? Alors que l'Afrique n'a jamais quitté son sol pour aller envahir ou soumettre un peuple hors d'Afrique. La seule fois que nous avons quitté notre continent, c'était pour humaniser le reste de la Terre et amener Homo sapiens en Eurasie. Hein? Et à l'époque, on pouvait marcher par l'isthme de Suez et le détroit de Gibraltar. C'était pas un détroit, vous pouviez quitter Tanger et aller vers le sud de la péninsule ibérique, à pied. C'est peu à peu que la dérive des continents a ouvert le détroit de Gibraltar. Voilà. Prenons nos affaires en main. Décidons nous-mêmes de ce qui est bon pour nous, chez nous. On n'a jamais rien imposé à quelqu'un hors d'Afrique. Mais donnons-nous les moyens que personne ne puisse venir d'ailleurs pour essayer de nous imposer sa loi sur notre territoire. Et c'est vrai des individus, c'est vrai des communautés, des collectivités, et c'est vrai des États africains. Or, la Fédération africaine, point de salut pour les Africains, ni en Afrique, ni ailleurs dans le monde. Wassalam. Merci beaucoup, docteur. L'affaire soirée 44 et devrait-elle être traitée isolément ou associée à la question de réparation dans un cadre africain?
Question très difficile. Hein. Comme il reste normalement 2 minutes. D'accord, ok. C'est un cadeau empoisonné. Hein. Alors, Blondin, bon, je vais commencer par en tout cas selon Paloma, l'une des citations préférées de Blondin, hein, celle que Raoul Vaneigem avait écrit. Nous voici quelques-uns épris du désir d'aimer sans réserve, de jouir sans entrave et appelés pour cela à offrir à l'amour les lits somptueux d'une révolution. Ça, c'est Omar Blondin Diop. Par rapport à la révolution même. Alors pour Thiaroye 44, je pense que mon camarade historien Ngoloko est revenu largement sur la question de Thiaroye 44, bien entendu. Alors, est-ce que Thiaroye 44 et Blondin devraient être traités de manière isolée ou dans un cadre africain? Je pense que non. Ça devrait être traité dans un cadre africain pour la pure et simple raison que, comme il l'a dit tout à l'heure, de la même manière qu'on devrait travailler à décentrer l'histoire, même nos histoires par rapport à Thiaroye, que Thiaroye soit célébré à Thiaroye, certes, mais pas que. Ça doit être aussi le cas pour Blondin. Moi, je pense qu'il y a peut-être 5 ans, 6 ans de cela, il n'y avait pas cette effervescence, j'ai envie de dire, autour de Blondin parce qu'on ne le connaissait pas, en tout cas les plus jeunes. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le travail que Africa Fosse est en train de faire, avec Doyen Diallo Diop est en train de faire, mais aussi avec le travail de vulgarisation que le camarade Florian Bobin a eu à faire, excellent travail de vulgarisation à travers son ouvrage, a permis aujourd'hui de désinstitutionnaliser Blondin. C'est ce que j'ai dit quand je parle de l'université, quand je dis qu'il faut désinstitutionnaliser Cheikh Anta Diop, qu'il fallait le sortir du cadre académique et universitaire. Et je pense que pour Blondin, ça doit être, on va un peu dans cette logique-là. Donc, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Au-delà du Sénégal, de manière générale, il faut que ça se fasse dans un contexte africain, en fait. C'est extrêmement important parce que le travail qu'il faisait, le combat qu'il menait contre l'impérialisme en tant que tel, n'oublions pas qu'on est dans un contexte des années 68, mai 68 et tout ce qui s'ensuit. Bien entendu, je pense que c'est dans un contexte purement africain, extrêmement important. Et d'ailleurs, je pense que lui-même a été arrêté à Bamako, au Mali. Bien entendu, un chapitre sur lequel le doyen pourra largement revenir. Et il est allé un peu partout quand on suit un peu son parcours, un peu partout, hein, voilà, a fait pas mal de pays. Ça en dit long sur l'aspect tricontinental dont il a fait mention, sur l'internationalisme surtout, mais aussi sur la solidarité. On oublie souvent cela, en fait. Je dis souvent, le panafricanisme, bien entendu, c'est la déconstruction, avant tout, d'un récit, d'une structure politique, idéologique qui était là à travers Cheikh Anta Diop et les autres. Mais aussi, après ça, c'est la construction. Cela veut dire que qu'est-ce qu'on offre? Bien entendu, la déconstruction, mais qu'est-ce qu'on offre? Cheikh Anta Diop aussi va sur ce terrain-là. Mais au-delà de ça, c'est la solidarité, au fait. Solidarité vis-à-vis de tous les peuples, pas seulement des peuples noirs et de ces diasporas, mais aussi de tous les peuples qui luttent. Question de solidarité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que, bien entendu, effectivement, Blondin doit être traité la question, en tout cas, de la justice vis-à-vis de ce qui s'est passé, donc de son assassinat, parce qu'il s'agit pur de cela. On doit aller dans ce cadre-là et comprendre que ça va au-delà de la personne. Extrêmement important. Je le dis souvent dans le cadre de Cheikh Anta Diop. Pour Blondin, c'est pareil. En fait, ce qu'il représentait, ça va au-delà de sa personne. Il est important, bien entendu, de reconnaître ça, parce que comme on dit, la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur, de le rappeler, de le célébrer, extrêmement important, mais de comprendre qu'à travers les actes qu'il a posés, c'était une génération qui avait décidé de prendre, bien entendu, leur destin en main, et que c'est une suite logique après, c'est d'autres générations qui sont venues, qui ont décidé d'aller un peu dans ce sens-là, d'aller chercher des éléments, une méthodologie pour pouvoir, bien entendu, continuer un peu ce travail-là. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de le comprendre dans le cadre de Blondin. Pour Thiaroye 44, je pense que Goloko est revenu largement sur ça. Il a vraiment dit des éléments super pertinents par rapport à Thiaroye, par rapport à comment est-ce qu'on devrait traiter la question. J'ai apprécié surtout
la question, ou plutôt l'argument selon lequel on devrait certes aller chercher les archives, ce qui est écrit au niveau de la France, mais écrire avec notre propre méthodologie historique. C'est extrêmement important. C'est l'une des choses, encore une fois, pardonnez mon nantaïsme, hein, je ne fais que citer Cheikh Anta, pardonnez mon abus, c'est l'une des choses que Cheikh Anta nous a enseigné et a réussi par rapport à l'histoire. C'est extrêmement important. La thèse qu'il a réussi à soutenir en 1960, et qui a été publiée sous forme d'ouvrage par la suite en 60, en 59 et 60, à travers Afrique noire précoloniale et unité culturelle d'Afrique. Ce qu'il fait dans Afrique noire précoloniale, c'est qu'il réussit à introduire la tradition orale. Une première, il réussit à introduire la tradition orale dans un travail de thèse de doctorat. Dans cette période de méthodologie extrêmement important. Ça, c'est une révolution. Alors qu'il a galéré avant, depuis 51 jusqu'à 1960, pour dire que dans la manière, bien entendu, réécrire l'histoire de Thiaroye, il est extrêmement important. L'archéologie, bien entendu, à sa place, et je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, mais le narratif, c'est extrêmement important. Même vis-à-vis de ceux qui sont censés être le dépositaire. Moi, je le dis, une petite confession. Quand on a visité Thiaroye la dernière fois, en février, quand on faisait la marche, je suis désolé, mais on a trouvé sur place d'imminentes personnalités, hein, conservateurs que je respecte avec toute ma fraternité et mon amour, mais qui ne font que répéter un récit. Je suis désolé, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est la réalité, en fait. À un moment donné, j'étais très énervé, j'étais obligé de sortir. Et je comprends tout à fait que il est là, il fait son travail, on lui a donné un récit qu'il doit faire passer, au fait. Et on gagnerait à travailler à déconstruire un peu ces récits, parce que ces récits-là, on est allé le chercher dans, bien entendu, les productions occidentales, majoritairement. Les archives coloniales. On ne fait pas ce que Moudimbe appelle critiquer un peu la bibliothèque coloniale, ou sortir de la bibliothèque coloniale, ou moi je dirais se repositionner dans la bibliothèque coloniale. Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on aura l'occasion, bien entendu. Mais pour dire qu'il est important aujourd'hui de pouvoir adresser cette question-là, bien entendu, au niveau interne, parce que si on continue à garder ce récit-là, tous les enfants, tous nos petits frères, nos petites sœurs qui iront à Thiaroye, on va leur servir, bien entendu, ce récit-là, en fait. Donc, ne soyons pas étonnés quand ils auront une certaine attitude ou un point de vue par rapport à telle ou telle question. C'est extrêmement important. Je pense que sur cette logique-là, il est extrêmement important de pouvoir avoir cette posture-là. Un autre élément par rapport à Thiaroye qui est important. Je pense sûrement entendu. Je disais tout à l'heure à mon camarade Goloko que l'histoire, c'est toujours très compliqué. C'est pas noir ou blanc. L'histoire, c'est toujours plus compliqué que ça. Parce que dans un passé récent, je pense qu'on a entendu, puisqu'on parle de Thiaroye et des tirailleurs, un discours qui montait que oui, tu sais, les tirailleurs, c'est des traîtres et autres, tu vois. Ça prête toujours à sourire, en fait. Et effectivement, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire très attention, surtout par rapport à un certain discours qu'on tient. On n'a pas eu que les tirailleurs sénégalais, et on sait tous que il n'y avait pas que des Sénégalais. Il y a eu les tirailleurs algériens. Et est-ce qu'il y a un discours construit autour de ces tirailleurs là, en fait? Est-ce que vous avez qu'en quelque sorte, que les deux se sont affrontés en fait, indirectement, en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les tirailleurs algériens étaient envoyés ici, au Sénégal, dans la colonie sénégalaise, entre guillemets, à Gorée plus exactement, et c'est depuis Gorée, avec les colonnes, avec les différents gouverneurs qu'on a eus, qu'ils prenaient départ pour aller attaquer, bien entendu, les empires, les damels. C'était des batailles qu'on avait, que ce soit Mékhé, à travers les 42 batailles les plus connues de la Dior, par exemple, que ce soit Mékhé, que ce soit Paoskoto, etc. Ça, ce sont aussi des choses, en fait, qui se sont passées pour dire que, des fois, l'histoire, ce n'est pas noir ou blanc, c'est beaucoup plus compliqué et il faut, bien entendu, avoir une lecture très critique, certes,
mais aller au-delà un peu de ce qui peut apparaître. Ces camarades, ils étaient de mettre le doigt. Job, il y a un docteur qui disait qu'il y a beaucoup de jobs. Alors, c'est pour dire que il a parlé d'une chose qui est vraiment importante sur l'histoire, c'est-à-dire comment nous devons raconter cette histoire-là. Tout ce que nous avons, en tout cas, comme narratif, c'est quelque chose qui nous a été légué. C'est quelque chose qu'on a formaté en nous, ce qui fait que, comme tu l'as si bien dit, hein, il y a toujours des polémiques sur les tirailleurs et autres. Donc, c'est de dire que l'histoire a toujours un contexte. Si vous prenez, par exemple, un contexte... Je me rends dans l'obligation d'intervenir parce que la remarque faite à ces ex-colons, là, vous êtes en train de reprendre ces mêmes éléments de langage. Il s'agit de soldats africains. Merci pour la précision. Merci beaucoup. Donc, il s'agit de soldats africains. Merci beaucoup. En tout cas, il faut aller dans le sens de déconstruire ce récit, en tout cas occidental, et aller dans le sens d'une histoire purement africaine, écrite par des Africains et pour les Africains. Donc, je pense que ça, c'est important. Il faut une histoire africaine pour les Africains et par les Africains. Donc, c'est ça qui va nous permettre, en tout cas, de nous identifier à ces récits-là. Comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas que les documents écrits qui permettent de nous raconter le passé. Je pense qu'il y a Alpha Omar Konaré qui disait, je cite, si l'Afrique perd sa mémoire sonore, elle perd sa mémoire tout court. Donc, ça, c'est de montrer quelle est l'importance, en tout cas, de la tradition orale, de l'oralité dans l'écriture de l'histoire africaine, sans pour autant dépendre exclusivement d'archives ou bien de documents, en tout cas, qui sont en métropole ou autre. Donc, ça, c'est important. Et ça va nous permettre d'appliquer ce que Feu Ibader Thiam disait. Il y a quelque chose que les autres ne peuvent pas faire à notre place. C'est de nous écrire notre histoire. Ça, on ne peut pas le faire à la place d'un peuple. Sinon, c'est falsifié. C'est une histoire, en tout cas, qui est garnie de mensonges. Et c'est toujours une histoire qui est, en tout cas, déconnectée de la réalité. Donc, ça, c'est important. Donc, parlant de Blondin et de Thiaroye, il faut toujours ne pas, en tout cas, voir l'homme, comme tu l'as si bien dit. Il ne faut pas voir Omar Blondin comme un Sénégalais. Il faut le voir comme un Africain. C'est ça qui va permettre d'aller dans un sens panafricain. Et on doit faire la même chose avec Thiaroye, ne pas voir Thiaroye comme un événement national, mais comme un événement continental. Et si nous allons dans ce sens-là, on va voir que donc célébrer Blondin et célébrer Thiaroye revient au même. C'est des dignes fils d'Afrique, en tout cas qui ont été victimes d'injustice et à qui on doit restaurer, en tout cas, leur histoire, leur trajectoire à travers, en tout cas, la mémoire. Maintenant, ce qui est important de faire aussi, c'est de voir qu'il s'agit de Omar, qu'il s'agit des tirailleurs ou bien des soldats africains. Il faut aller dans le sens, en tout cas, de la réparation pour que les gens puissent s'approprier ces personnages-là. Parce que toujours, par exemple, sur la question des tirailleurs, on dit qu'ils sont des traîtres. Certains disent qu'ils ont servi la France, ils sont des traîtres, entre autres. Donc, il faut que ce narratif-là soit en tout cas inversé pour que chacun d'entre nous, chaque Africain, sente que le soldat qui a été tué à Thiaroye n'est pas un traître, mais c'est quelqu'un qui défendait la dignité, c'est quelqu'un qui défendait le continent, entre autres. Donc, il faut aller dans ce sens-là pour permettre aux autres de s'approprier l'histoire. Parce qu'il ne faut pas que ça se limite sur des ouvrages, que ça se limite sur des symposiums, entre autres. Moi, je dis que même tu arrives à Thiaroye, il n'y a pas un symbole qui te dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici le 1er décembre 1944. La cartographie, par exemple, là où les mitrailleuses étaient pour tirer sur les soldats, vous allez trouver, par exemple, un daral de moutons ou autre. Donc, il y a le marché de Thiaroye qui a été érigé. Tout ça, c'est pour essayer de camoufler l'histoire qui se cache derrière cette localité-là. Aujourd'hui, tu arrives à Gorée, tu as en tout cas quelque chose qui te rappelle qu'il y a une histoire qui s'est passée à Gorée. Mais à Thiaroye, ça passe inaperçu. C'est un marché. À Thiaroye, c'est pas des infrastructures, en tout cas mémorielles. Tu pars au cimetière, il y a 202 tombes, alors que les tirailleurs qui sont morts ne correspondent pas à ces tombes. C'est des tombes qui sont vides. Et puis, les élèves sont amenés dans ces cimetières-là pour reprendre le même discours
de mensonges, en tout cas, perpétrés par la France. C'est là où se trouve le danger. Par exemple, tu amènes des élèves à Thiaroye, tu les amènes au cimetière, tu les dis que voici le cimetière où est enterré les tirailleurs qui sont tués le 1er décembre 1944, alors que c'est du mensonge. Et il l'a dit, il y a des gens qui sont sur place, qui ont en tout cas hérité d'un discours perpétré par la France et qu'ils racontent aux visiteurs. Tu n'entendras que ce que la France a déjà dit sur la question des tirailleurs. Rébellion, entre autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail important à faire. Et ça, c'est dans le cadre de Omar, et ça, dans le cadre des soldats africains, les tirailleurs. Il faut restaurer la vérité. Il faut changer le récit, en tout cas, le récit qui a été fait par la puissance coloniale, pour que les Africains puissent s'approprier, en tout cas, ces personnages-là, et en faire des hommes qui ont œuvré pour la justice, qui ont œuvré pour l'indépendance, qui ont œuvré pour la dignité du peuple du continent africain. Donc, c'est dans ce sens que célébrer Omar Blondin, célébrer les tirailleurs, entre dans une perspective, en tout cas, de remémoration d'une dimension panafricaine et non d'une dimension sénégalaise. Il faut arrêter de parler de Omar comme sénégalais et parler de Omar comme un panafricain, parler de Omar comme un Africain, comme un citoyen du monde. Arrêtez de parler des tirailleurs comme étant des Sénégalais et de ne les célébrer qu'à Dakar et de décentraliser cette question-là. Pourquoi pas célébrer Omar par exemple, à Bamako, à Niamey? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc ça, dans ces perspectives-là, on va aller dans le sens, en tout cas, de permettre à ces peuples-là de s'imprégner de l'homme qu'était Omar Blondin, de s'imprégner des tirailleurs qui sont tombés sur, en tout cas, sur les armes françaises. Donc, Omar, tout comme les tirailleurs, sont des sujets qui méritent en tout cas des réflexions pour restaurer la vérité historique, pour la reconnaissance et pour la mémoire collective, afin de les ériger comme des héros et non comme des oubliés de l'histoire. Merci. Bon, l'essentiel a été dit, hein. L'essentiel a été dit. Que dire de plus? En vérité, notre combat est un combat pour la vérité et la justice. Or, la vérité et la justice, ce n'est rien d'autre que le paradigme conceptuel de la société antique africaine en Égypto-Nubie. C'est la Mahat. De la vérité et de la justice naît l'harmonie et le consensus dans le groupe, dans la société. Or, nous vivons sur la base du mensonge impérial et colonial, je n'ose pas dire WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestant, mais moi je dirais euro-américain. Et la rupture avec ce mensonge, c'est le rétablissement de la vérité historique. Il a fallu une mini-révolution politique au Sénégal pour que les nouveaux dirigeants, la génération de la relève, osent lever le lièvre de massacre de Thiaroye et le mettre sur la table et joignant l'acte à la parole pour virer le 23e Bima qui occupait toute la presqu'île du Cap-Vert dans ses points stratégiques. Vous savez combien de kilomètres carrés ils ont libérés dans l'emprise française avec le départ des troupes? 24 kilomètres carrés dans la presqu'île du Cap-Vert, qui était occupée par l'armée coloniale. Donc, quand nous prenons la question de Thiaroye, que notre gouvernement met en question mémorielle et qu'on crée un comité, c'est une excellente initiative. Mais le vice, que la faute se cache dans le détail. La commémoration du massacre de Thiaroye n'est pas une affaire sénégalo-française ou franco-sénégalaise. Les soldats sénégalais étaient minoritaires dans le corps des tirailleurs dits sénégalais.
la majorité était composée de soldats Bambara et Mossi. L'immense majorité. Quand on fera l'inventaire final des victimes soi-disant enterrées au cimetière, vous verrez, il y a une majorité de Bambara et de Mossi, et pas de Wolof ou de Serer. Eh bien, cette fait-là, ce fait historique, indélébile en quelque sorte, mais devait se refléter dans la conduite du travail africain mémoriel sur le massacre de Tcharoï, c'est-à-dire ne pas en faire une affaire franco-sénégalaise, mais c'est le prototype de l'affaire France-africaine. Mais on devait en faire une affaire franco-africaine, et les gouvernements des pays qui avaient fourni les plus gros contingents de tirailleurs auraient dû être partie prenante dans la conception même du travail, à commencer par les fouilles, mais aussi sur les archives et sur les mémoires individuelles. Parce que vous avez des familles dont en F2, enfin en deuxième, voire troisième génération, ont gardé la mémoire vive de leurs parents partis à la guerre contre les nazis et revenus. On a annoncé, comme Birame Senghor. Birame Senghor en est un exemple au Sénégal. C'est le seul que je connaisse. Il avait 2 ans, quand 2 ou 3 ans, quand on a annoncé que papa est revenu de la guerre, il est à Dakar. Et puis après un beau jour, on dit, papa ne viendra plus. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Qui l'a tué? Les Français l'ont tué. Mais heureusement que ce fait-là, ce traumatisme de la première enfance, Birame Senghor, devenu gendarme, un sous-officier de gendarmerie, puisqu'il était maréchal de logis-chef, en a fait le combat de sa vie. Aujourd'hui, il a réussi à acculer le gouvernement français à Paris même, devant le tribunal français, où on lui a dit, mais votre avocat ne peut pas plaider devant la cour française, parce que c'est un Sénégalais. Il nous a fallu trouver un avocat suppléant. Heureusement, on a trouvé beaucoup d'avocats français qui sont désistés. Le seul avocat qui est sur le dossier Tcharoï avec Armel Mabon est un avocat au conseil. Il ne gère que dans les hautes juridictions, notamment au tribunal de La Haye où on a attaqué la décision. Eh bien, c'est une Africaine française, juriste, avocate, qui gère le dossier pour nous à Paris. Donc, nous allons nous heurter à toutes sortes. C'est pas normal que le gouvernement sénégalais, qui se dit panafricaniste actuel, mais ne gère pas ce dossier africain en coordination avec les autres gouvernements africains. C'est la moindre des choses, puisqu'ils étaient majoritaires dans le contingent des victimes. Vous voyez, c'est ça, ça montre comment nous avons incorporé, nous, Sénégalais, la tromperie des colonialistes français divisés pour régner. Et ce qui vaut en matière donc de procédure mémorielle et historique, vaut pour la reconstruction. Si tu crois que tu peux libérer le Sénégal en ignorant le suppositoire gambien qu'on a dans le derrière, par exemple, ou en ignorant la Mauritanie au nord, la Guinée-Bissau au sud, voyez, au XXIe siècle, autrement, c'est insensé. Il faut avoir au moins une perspective d'unificatrice sous-régionale. Mais en fait, la seule bonne dimension, c'est la perspective d'emblée continentale. Revendiquer notre Afrique du Caire au Cap et de Praia à Antananarivo. Une Afrique, comme le disaient les Sud-Africains après l'abolition de l'apartheid, non raciale, non sexiste, non confessionnelle. Sinon, les religions sémites vont nous diviser. N'est-ce pas? Laïque donc, démocratique et unitaire. Je vous garantis que si ce projet de libération fédérale de l'Afrique cristallise, et il y a beaucoup de gens qui y ont travaillé, Cheikh Anta n'étant que la synthèse de tous les autres, mais nous changeons la face de la planète du jour au lendemain, parce que, regardez la ruée sur notre continent, nous avons tout. Eh bien, nous avons même la première humanité. Et si ces gens-là envisagent dans leur tablette délirantes là, la disparition de l'espèce,
par le feu nucléaire, et il y a des fous furieux qui ont le bouton nucléaire sous leurs doigts, hein, et ils ne sont pas à l'asile, ils sont à la Maison-Blanche, ils sont au Kremlin. Je ne peux rien dire des Chinois, mais ils ne me rassurent pas. Moi, j'étais un militant maoïste, moi, avant de devenir charantaïste. Mais je vous garantis que quand j'ai vu les ratonnades négrophobes pendant l'épidémie du Covid en plein Shanghai, lorsque je me suis retrouvé après l'alternance à la table de l'ambassadeur de Chine dans un dîner, que je l'ai interrogé sur est-ce que ça, c'est du fake ou est-ce que c'est du vrai, et qu'il a été obligé de reconnaître que c'est du vrai, et que je disais que c'est pas rassurant pour le projet tricontinental, son Excellence était bien embarrassé. Ce qui est pas rassurant. Tu vois, un véritable tiers mondialiste m'aurait rassuré en me disant c'est comment dire, c'est accidentel. Mais les gens qui font la Chine, moi j'ai jamais été. Alors que je te dis, il paraît que la négrophobie, vous la subissez en Chine aussi. Voilà. Donc il faut, c'est aux nègres de régler les problèmes des nègres. En tout cas, l'ensemble des injustices qui ont été subies par le Sénégal dans le cadre de l'esclavage, dans le cadre de la colonisation, dans le cadre du néocolonialisme, et d'en faire un dossier qui va en tout cas contenir tous les éléments en tout cas d'injustice que nous avons subis et essayer en tout cas de voir comment traiter ces questions-là avec la France. Parce qu'il ne faut pas en tout cas aller dans le sens de ne pas en tout cas dialoguer. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ça passe par des discussions, ça passe par des négociations. Et c'est ça qui va nous permettre d'arriver vers la reconnaissance. Par exemple, sur la question de Thiaroye, on est arrivé à ce que le président Macron prononce le terme massacre. Alors ça, c'est parce que vraiment, on a porté le combat. C'est ce que Doyen a dit. C'est parce qu'on a eu au pouvoir, en tout cas, des patriotes qui ont voulu, en tout cas, changer la donne. Et c'est ça qui a bousculé la France. Sinon, je pense que Macron n'aurait jamais, en tout cas, parlé de massacre. C'est parce qu'il a été poussé au bout. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit perpétrer dans toutes les autres. Ouais. Tu as dit perpétrer. Perpétuer. Dans toutes les... Je m'excuse. Donc, pour aller voir comment, sur les autres questions, trouver en tout cas des discussions réelles sur comment nous voulons en tout cas changer la donne par rapport aux injustices que nous avons subies. Mettre sur la table toutes les questions et maintenant discuter d'une manière très franche pour trouver des solutions, pour trouver une reconnaissance, une restauration. Et parce que ça ne se limite pas tout simplement par, comment dirais-je, par une reconnaissance. Il y a la question de l'argent, par exemple. Sur la question de Thiaroye, par exemple, c'est des tirailleurs qui devaient recevoir en tout cas leur solde. Donc ça aussi, c'est une dimension à tenir en compte. Donc c'est des discussions qui doivent être menées. Est-ce que la France va utiliser ces tirailleurs et après voler l'argent des tirailleurs pour que ça soit nul? Il faut aller dans le sens, en tout cas, de restaurer cela, parce que certains orientent le débat disant que les tirailleurs demandaient de l'argent. C'est pourquoi ils ont été tués. Alors que c'est plus que la question d'argent. C'est une question de dignité, c'est une question de vérité, c'est une question de reconnaissance. Et c'est pas simplement une question d'argent. Mais pour que, en tout cas, le Sénégal puisse, en tout cas, revendiquer ces questions de crimes, ces questions d'injustice, il faut mettre sur la table un dossier complet qui va permettre de mettre tous les éléments afin maintenant de discuter sur comment restaurer ces injustices-là, comment réparer ces crimes qui ont été commis par la France et comment aller dans le sens, en tout cas, d'une reconnaissance des injustices pour restaurer une vérité historique et maintenant donner la dignité à ces personnes-là, à ces tirailleurs et à tous ces Africains-là qui ont été en tout cas victimes du régime colonial, du néocolonialisme, parce que c'est au-delà aussi de la colonisation. Parce que nous parlons de Omar, mais ça, c'est après les indépendances. Donc, ça veut dire qu'il faut synchroniser ces éléments de revendication-là dans le temps, dans l'espace, pour aller trouver en tout cas des solutions face à cela. Sinon,
et ne pas aussi laisser en rade le fait que on parle de réparation pour le Sénégal et ne pas exclure. Il faut jeter un clin d'œil par rapport aussi à l'allure des autres pays pour ne pas aller d'une manière individuelle. C'est vrai que le Sénégal peut demander des réparations d'une manière individuelle, mais il faut toujours tenir en compte l'aspect panafricain, l'aspect africain pour aller dans un sens continental et ne pas y aller d'une manière individuelle. Parce que tant que nous allons dans ces négociations-là, dans ces quêtes de vérité, dans ces quêtes de restauration de vérité historique d'une manière individuelle, nous serons toujours perdants. Il faut toujours jeter un clin d'œil sur les frères, comme il l'a dit, les Mauritaniens, les Maliens, afin d'y aller d'une manière collective et de trouver des solutions, en tout cas collectives, pour toute l'Afrique, pour que la vérité résonne et que tous les mensonges qui ont été dits et racontés depuis soient en tout cas restaurés et changés par nous-mêmes les Africains. Alors, on ne va pas respecter l'ordre et c'est moi qui parle en deuxième, c'est ça? Ah bon. Je remets la balle. Après, on passe au son. 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, sur la question toujours de la réparation et la question à savoir comment est-ce que le Sénégal devrait, bien entendu, procéder pour les réparations, je pense que, voilà, le doyen Diallo Diop a dit l'essentiel par rapport au fait qu'il n'y avait pas que des Sénégalais parmi ces soldats-là. C'est extrêmement important. Et je pense qu'il y en a eu je pense 17 si je ne me trompe pas. Il y a eu 17, il y avait environ 17 nationalités selon les archives. Mais pour moi, je pense qu'il y a un point qui est essentiel. Quand on célébrait, je pense, les 80 ans, il y a 2 ans ou 1 an et plus de cela, il y avait, au-delà du président, je pense qu'il y avait des présidents d'autres pays qui étaient là. Voilà. J'étais en déplacement, donc je n'étais pas sur place, mais je pense qu'il y avait entre peut-être 4 ou 5 présidents qui avaient été invités, ou 3 ou 4. Mais on en avait invité 12. Ah. Donc c'est déjà bien d'avoir 4 présidents qui sont là, qui répondent à cette invitation, parce que c'était pas, bien entendu, on ne célébrait pas l'indépendance de ce pays-là, ou c'était pas un colloque ou autre. Donc ils connaissaient toute la dimension qu'il y avait derrière. Le fait qu'il ait répondu à l'invitation, pour moi, je pense que c'est assez significatif. Donc il faut déjà commencer par, puisqu'on parle d'y aller, donc de manière collective, de manière continentale ou sous-continentale, comme il le dit, Cheikh Anta Diop, quand il parle de l'État fédéral, je cite, il faut faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Seul un État africain continental ou sous-continental peut permettre, bien entendu, d'offrir un espace assez stabilisé. C'est Cheikh Anta Diop qui lisait dans les fondements, extrêmement important. Donc, l'espace sous-continental là, avec les présidents qui sont déjà là, 4 présidents, c'est déjà pas mal. C'est dire qu'on va déjà commencer avec ces présidents-là. Un autre élément à prendre en compte, l'aspect juridique qui est extrêmement important. Je pense que c'était en février ou mars de cette année-là, il y a le tribunal de Paris qui avait décrété que les faits étaient prescrits. Oui, c'est dans un passé assez récent. Cela veut dire que d'un point de vue juridique, il n'y avait pas la possibilité, d'un point de vue institutionnel, d'attaquer directement au fait et d'aller au tribunal. Donc, les individualités, oui, mais en tant que pays, en tant qu'institution, il n'y avait pas la possibilité parce que les faits étaient prescrits. Après, ils ouvrent une petite porte, comme ils le font d'habitude, en disant que mais vous avez les juridictions internationales, vous avez toujours la possibilité d'aller attaquer à ce niveau-là pour voir un peu ce qu'il y a lieu de faire. Donc, ça dit long, encore une fois, en fait, sur, comme on a dit tout à l'heure, l'abstention de la France d'un côté, comme on avait dit, l'absence ou le refus totalement de dialogue, mais même sur le plan de la justice, disent que non, les faits sont prescrits, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, pour moi, je pense qu'il est extrêmement important de se réunir à partir de ce moment, encore plus, pour pouvoir passer un peu à la vitesse supérieure, en commençant par nos tribunaux, juridictions d'un point de vue africain. On a le tribunal des droits de l'homme et des peuples, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, la Cour africaine, et des peuples qui est à Arusha, si je ne me trompe pas. Oui, je pense, oui. Et je pense que... Oui, je pense que c'est à Arusha. On peut déjà commencer par ça, en fait, à ce niveau-là, pour monter un dossier, je pense, très solide pour pouvoir aller faire un peu des procédures d'un point de vue juridique.
Un autre élément qui me semble essentiel, surtout par rapport aux archives, où on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, il y a deux choses. Certes, il y a les archives aujourd'hui au niveau de la France, civile, mais il y a les archives militaires aussi. Et je pense qu'il y a des choses à aller chercher là-bas. Et même à ce niveau, c'est la même réponse qui a été bien entendu formulée. Il y a eu complètement un refus de donner la possibilité à nos historiens d'accéder un peu à ces archives-là. Ils ont parlé de Armel Mabon, il y a aussi Céline Labrune, hein, qui va aussi dans ce sens-là. Il y a pas mal d'historiens qui sont spécialisés dans ça. Mais si ce ne sont pas des Français, des fois même pour avoir accès à ces archives-là, c'est presque impossible en fait. C'est impossible. Donc ça, encore une fois, ça en dit long. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, un rapport de force. Parce qu'on a l'impression que c'est le seul langage que ces gens-là comprennent. Voilà. Et on a vu que c'est à chaque fois qu'on va faire un bras de fer qu'il y a un semblant de résultat, mais à chaque fois qu'on se retrouve autour d'une table pour négocier, il n'y a absolument rien, en fait. Donc, je pense que pour gagner vraiment ce combat-là, le Sénégal doit, pour moi, c'est une obligation, le faire dans une logique carrément panafricaine. Je vois le sourire et le regard de la modératrice qui en dit long, qui me demande de rendre la parole, ce que je vais faire sans plus tarder. Merci. D'abord, quand mon père a compris qu'on avait tué Omar et que ils l'ont enterré sans remettre le corps à la famille, nous on était en prison. Moi j'ai appris la mort d'Omar 4 jours après par la BBC à Kédougou. Hein, on était. Mon père a immédiatement porté plainte pour causes et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Et c'est lui qui a demandé l'autopsie, il avait assisté à l'autopsie. Et quand le professeur Kenom a produit son rapport, mon père a produit un contre-rapport d'autopsie, contradictoire. Et il a porté plainte. Causes et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, on dit. Hein, c'est ce que dit le code. On venait de nommer le premier doyen des juges d'instruction sénégalais. Jusque-là, c'était des Français, des magistrats français. Feu à son père, à son âme, c'est le juge Moustapha Touré. Il fait son travail et quand il décide de faire une reconstitution ici à Gorée, sur site, sur place et sur site, il fait venir le procureur de la République en même temps que l'avocat de la famille, maître Babacar Niang, paix à son âme. Et une fois que la reconstitution est faite, son intime conviction est que Omar ne pouvait pas se suicider dans les conditions de cette cellule-là. Et que c'est donc une mort, quelle qu'en soit la cause, maquillée en suicide. Puisqu'on l'a vu pendu, vous voyez les photos, on vous montre pendu. Mais le signe qui ne trompe pas pour un médecin, c'est que quelqu'un qui se pend par pendaison et que c'est la pendaison qui le tue, vous avez une protrusion de la langue. Et le fait qu'il n'y ait pas de protrusion de la langue, déjà, ça veut dire que c'était possible que ce soit une pendaison post-mortem. Bref, il demande la liste de tous les gardes pénitentiaires présents cette nuit, dans la nuit du 10 au 11 mai, y compris le chef de cour et le gardien-chef. Il les convoque et il les inculpe. Alors, branle-bas de combat, Senghor le relève de son poste de doyen des juges d'instruction et il nomme un certain juge Dossé, qui est un magistrat d'origine dahoméenne à l'époque, hein, on dit béninois aujourd'hui, mais de nationalité française. Et celui-ci laisse dormir le dossier. Il ne fait aucun acte de procédure complémentaire, alors qu'il avait un dossier d'agent de la pénitentiaire quand même inculpé, et il rend une ordonnance d'incompétence. Invite le vieux, le papa, à se pourvoir devant le tribunal de simple police. Alors qu'il y a eu mort d'homme. C'était impossible d'engager une procédure complémentaire. Et nous avons attendu 30 ans. Les parents sont décédés. Senghor est parti. Il a mis son successeur désigné. Lui aussi a fait 20 ans comme Senghor. Il est parti. Ils amènent l'opposant de Sa Majesté, Abdoulaye Wade. Celui-ci finit ses
11 ans, 12 ans, quand même, il a fait un septennat, 12 ans, et il demande un troisième mandat, les Sénégalais le lui refusent. Mais ils mettent son fils politique. Et c'est quand Macky Sall arrive qu'on se dit, bon, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on patiente, on introduit une demande de réouverture de la dossier soulevé par le papa. Et tenez-vous bien, le garde des Sceaux qui reçoit notre plainte, notre lettre de rappel, n'est autre que Mimi Touré. Divine surprise, elle se fond d'une réponse, on ne nous a jamais répondu, hein, elle se fond d'une réponse dithyrambique, hein, sur le martyr, Omar, etc. Voilà, parce que elle était diaïste au départ. Alors on dit c'est parfait, sauf qu'elle est nommée Premier ministre quelques mois après, et mauvaise surprise quand le spécialiste local des droits de l'homme, M. Sidiki Kaba, la remplace à la justice, et que je le croise dans un avion et que je lui parle du problème, il me dit viens me voir, et que je me rends compte que d'abord, Mimi Touré n'a jamais déposé notre lettre auprès du procureur de la République, donc elle n'a jamais ouvert de dossier, et que Sidiki Kaba est sidéré, il me dit on se voit à Dakar, je lui dis on vient avec mon avocat, il me dit non, tu viens seul d'abord. Ce que j'ai fait, il me donne rendez-vous, j'appelle le secrétaire, on me donne le rendez-vous, on est resté près d'1 heure ensemble, il me dit écoute, je dois aller à une mission des droits de l'homme là à La Haye, mais à mon retour, je te fais signe, et là tu pourras venir avec ton avocat. Il ne m'a jamais rappelé. J'ai essayé de le joindre en vain. Et ce n'est que avec la chute des pseudo-socialistes et des pseudo-libéraux du PS et du PDS par l'avènement de PASTEF que le magistrat garde des Sceaux a répondu à notre énième courrier en nous faisant convoquer par son conseiller technique numéro 1. Ils appellent ça CT1 dans le jargon bureaucratique, qui nous dit le ministre m'a demandé de vous entendre et de lui rendre compte. Je viens avec mon avocat et je résume l'affaire d'Omar pour la énième fois en 5 minutes. Et par contre, l'avocat fait un exposé juridique, technique juridique, d'une 30aine de minutes. Le monsieur dit merci beaucoup. Mon greffier a pris note. Je vais rendre compte à mon ministre de tutelle. Mais je dois, à la vérité de vous dire que le fait nouveau que vous invoquez pour demander une réouverture du dossier de votre frère, qui n'était autre que le témoignage filmique du doyen des juges d'instruction, Moustapha Touré, décédé au moment des faits, ne m'a pas été communiqué, alors que c'est marqué dans la lettre, pièce jointe, clé USB. L'avocat lui dit qu'à cela ne tienne, on va vous donner copie. Et on lui a donné une autre clé USB avec la séquence où le juge Touré, pour la première fois dans le film sur Omar, il dit qu'on va projeter d'ailleurs demain à la résidence de Médina, au centre culturel d'Outasek, dit son intime conviction que ça ne pouvait pas être un suicide. Sans dire, hein, les juges sont prudents, sans dire que c'est un meurtre déguisé. Le temps va, puis on peut jurer, quand on relance, on nous dit que non, on va chez le procureur pour dire mais le rapport du... Hein, ils disent que d'aller voir le substitut Intel. On se rend chez le substitut qui nous dit il y a prescription. Prescription, ça veut dire que c'est un dossier clos qui ne peut plus être réouvert vu les délais. Je dis mais la prescription c'est de combien? Il est de 10 ans. Ça faisait 50 ans qu'Omar était mort. Donc on était hyper fort clos. Sauf que la loi dit que les crimes de torture sont imprescriptibles. Et que donc, le témoignage du juge Touré dit que ça colle à la conviction que c'est une mort
maquillé en suicide, casse cela du fait des tortures, c'est des brutalités. Alors, in fine, nous avons fait un recours gracieux auprès du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est autre que le chef de l'État actuel, qui est le président Bassirou Diomaye Faye. Et nous attendons sa décision. Nous ne demandons rien d'autre que la réouverture du dossier afin que vérité et justice soient rendues à Omar. Mais si cela n'est plus possible, d'après les lois en vigueur dans cette république arachidière, mais dans ces conditions, nous allons nous pourvoir, nous déporter et nous pourvoir devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander vérité et justice pour Omar. Merci. Et souvent on oublie que tout commence par les enfants. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que énormément de ces gens-là ont d'abord connu Mao Zedong avant de connaître Omar Blondin Diop. J'en fais partie. J'ai connu Mao avant de connaître Blondin. Mao était chinois. Il était à l'autre bout de la terre. Comment ça se fait que je connais son histoire, lui, avant de connaître l'histoire qui me concerne moi personnellement? C'est ça la question. Maintenant, étant donné que ces enfants-là vont grandir demain, serait-il pas le moment de changer notre système éducatif? Serait-il pas le moment de changer notre histoire? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la tête de nos enfants pour que demain ils traitent ce pays dans la meilleure des conditions? C'est ça la question. Ça, c'est l'une des premières questions. Merci beaucoup. Et la deuxième étant, par rapport au sujet de justice et de réparation. Je pense qu'il serait important de regarder, de revenir dans l'histoire. Et Cheikh Anta Diop l'a soulevé aussi, je vais revenir là-dessus, dans sa théorie des deux berceaux. Quelle est la raison pour laquelle les choses se passent comme ils se passent aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on peut changer ça? Selon moi, personnellement, il est important que chacun d'entre nous revienne à ses origines. Mais en ce qui concerne la réparation et la justice, on l'a vu. Excusez-moi de dire ça, mais la civilisation occidentale n'a fait que du mal à travers les 4 coins du monde. Partez en Inde, ils ont tué des trentaines de millions de personnes. Vous venez en Amérique, ils ont tué 30 millions et 60 millions de têtes de buffles, disons, pour affamer les Amérindiens. Vous venez en Afrique, on a connu la traite négrière. Aujourd'hui, en termes de réparation, est-ce que c'est cette même instance, cette même structure vers qui on doit se retourner pour qu'ils nous fassent réparation? Parce qu'honnêtement, au fond, est-ce qu'ils sont honnêtes par rapport à ça? That's the question. Est-ce que c'est vraiment vers ces instances-là qui aujourd'hui nous entravent, qui aujourd'hui, il suffit seulement aux États-Unis, à l'Argentine et à Israël de dire non pour que tous nos objectifs et tous nos projets tombent à l'eau? Est-ce qu'il faudrait qu'aujourd'hui on se retourne vers ces instances-là qui, à chaque fois que nous on doit se revendiquer, demander ce qui nous revient de droit, et juste pour exister, il faut qu'on se retourne vers ces instances-là? Est-ce que ces instances-là sont les instances auxquelles on peut se fier? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Donc, je disais qu'il faut revoir la position des leçons qui portent sur l'histoire sénégalaise ou bien sur l'histoire africaine d'une manière générale, pour en tout cas s'aligner sur l'esprit de la loi d'orientation qui dit qu'il faut s'enraciner d'abord avant l'ouverture. Mais ce que nous faisons, c'est le contraire. Maintenant, sur la question du programme aussi, il faut essayer d'aller dans le sens de supprimer des leçons qui n'ont pas d'importance. Qui va le faire? Nous, c'est nous qui devons le faire. Est-ce qu'on va... Attention. Mais il y a quelqu'un qui a posé la question à docteur. Je pense qu'il a dit que RND est d'enseigner l'histoire du Sénégal, l'histoire africaine, pour ne pas en tout cas trop s'ouvrir et oublier en tout cas notre histoire qui est l'histoire africaine ou l'histoire sénégalaise. Donc je pense que beaucoup de questions ont parlé de ça, le système éducatif, pourquoi on parle de thématiques en tout cas. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Par exemple, un élève qui est en classe de terminale, il comprend comment les soldats du Viet Minh ont combattu
la France et les États-Unis. Mais il est incapable d'expliquer comment Amilcar Cabral, par exemple, a renversé le régime colonial portugais. Donc ça, c'est problématique. On met, par exemple, la leçon sur la Guinée-Bissau en fin de partie. L'élève n'a pas le temps de faire cette leçon-là. Mais il a eu le temps de parler de la Palestine, de parler de l'Algérie, de parler de l'Inde, de l'Indochine, Ho Chi Minh, entre autres. Donc, c'est problématique. Il faut revoir en tout cas la formulation ou bien la succession des leçons pour qu'on puisse apprendre notre histoire avant d'apprendre l'histoire des autres. Même si cela n'est pas exclu, parce qu'on est dans un monde universel. Merci. Mais ceux-là même qui prônent cet universalisme-là font d'eux-mêmes et de leur histoire leur priorité. On doit faire de même. Voilà. La question suivante. Je pense celle de la réhabilitation de l'histoire africaine et du récit. Ça va dans le même ordre que la première des deux questions de Mme Gay. C'est à peu près la même chose que je dis autrement. Donc, la alors, je viens d'oublier, je voulais vous saluer en Wolof. Nangatef, voilà, ça vient. Voilà, nice job. Le nom c'est Amani Tomsef Jordan. Je suis du mouvement citoyen Filimbi de la RDC. Je suis ici parce que nous avons été contraints de fuir notre province, qui est la province du Nord Kivu. C'est une province du Congo. En RDC, Congo-Kinshasa, parce qu'il y a des Congos. Alors, ce n'était pas prévu de prendre la parole, mais c'est un honneur. Et ce qu'on vient d'écouter de notre grand frère, ça nous a touchés et ça nous touche vraiment. Et nous demandons la réparation. Parce que vous savez qu'au Congo, il y avait la guerre en 2002. C'était une guerre qui était causée entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Ils sont venus se battre sur notre sol, notre province de Kinshasa, et ça a causé la mort de 1000 personnes. C'était une guerre de 6 jours. Ça a causé la mort de 1000 personnes et 3000 blessés. Alors, c'est sûr qu'on a combattu, on a fait à ce que la justice soit faite pour les victimes. Et gloire à Dieu, on a indemnisé les personnes qui ont été tombées sur la guerre là. Et ensemble, si nous sommes toujours dans le même combat pour la justice de notre grand frère, c'est sûr qu'on en aura. Alors, je fais appel à nous tous que les combats ne puissent pas être seulement de la famille, que ça puisse être un combat pour tout Africain. Que ça ne soit pas seulement pour les Sénégalais, que ça puisse être pour nous tous, comme elle a dit, la guerre qui est chez nous en RDC, que ça ne puisse pas être seulement la guerre des Congolais, que ça puisse être une cause qui touche tout Africain, pour que le Congo aujourd'hui, demain le Mali, après demain d'autres pays qui n'ont pas la guerre, qui puissent avoir aussi la guerre, que nous puissions vivre au moins la paix comme nous vivons ici. Bon, moi je peux témoigner qu'ici au Sénégal quand même, je suis tranquille, que tous les pays d'Afrique puissent être en paix et vivre heureux pour ne pas envier aller en Europe ou en Amérique. Merci. Salam alaikum. J'ai appris ces salutations ici au Sénégal. Je me présente, je suis Rachel Boutacha du mouvement citoyen Filimbi, Nord Kivu en RDC, là où maintenant que la guerre fait rage. Et je me retrouve ici à Dakar parce que je fuis la zone où je suis née. Eh bien, je vous félicite, mes félicitations à votre exposé. Vous l'avez fait. Moi, je suis fière de voir entre nous les Africains, on s'assoit et on parle d'une cause. À propos de notre frère Omar, quand vous avez commencé le débat, on n'avait pas expliqué qui il est, qui il était,
pour nous que, vous savez bien évidemment qu'on nous apprend leur histoire, mais on n'apprend pas notre histoire. Pour moi, c'est une chose que je voulais attendre dès le début. Vous parlez de qui était Omar, pourquoi il a été emprisonné, parce que ici, je vois, il y a les moins de 15 ans et moins de 20 ans. Il allait apprendre encore en venant de vous. Parce que personnellement, moi aussi, j'allais apprendre, savoir qui était Omar, pourquoi il était dans les prisons, quoi est-ce que son combat, il était sur quoi, et pourquoi on l'a tué, tout ça là, je voulais apprendre de lui parce que, en effet, j'ai demandé à un de nos camarades et il m'a expliqué, jusqu'à je lui ai dit, il faut me donner un t-shirt, je vais porter ça, parce que cette histoire, en arrivant au Congo, c'est pas seulement nous, parce qu'on plaire, on peut pas avoir, parce qu'on a la guerre, on peut pas donner autre chose. Vous savez, ici au Sénégal, moi, j'ai appris la culture sénégalaise, que je me suis dit 2 ou 3 choses, je les donnerai à mes frères, à mes sœurs congolaises. Et cette histoire, moi, j'allais les porter. En portant cette t-shirt, une autre personne pouvait me demander qui est Omar. Directement, je lui raconte qui est Omar. Comme on parle de Lumumba, on parle d'autres choses, des Sankara et autres. On allait parler de lui, en fait. Du coup, moi, je vais pas trop narrer sur notre histoire du Congo. C'est juste que je peux vous demander, chers Africains, notre destin est entre nos mains. Notre destin est entre nos mains. Pourquoi? On ne sera pas juste là, en train seulement de parler d'une histoire, on tourne en rond et qu'on trouve pas de solution. Nous devons monter notre élan de pensée, de faire et qu'on soit pragmatique. Merci. Alors, ce que Rachel vient de dire, c'est très important parce que, bon, vous savez que le Congo, c'est de l'autre côté, très loin d'ici même. Alors, hier, quand j'ai eu l'invitation, je me suis donné le courage quand même de chercher, de savoir qui est la personne qu'on va parler demain. Alors, j'ai fait des recherches, vraiment nulle part que j'ai vu que, non, voilà, on lui a emprisonné à cause de ceci et cela, il a fait ceci et cela. On a parlé seulement juste de son âge, qu'il était étudiant, il avait 26 ans. Donc, on n'a rien parlé de lui. Alors, je me suis donné le courage parce que quand on a commencé, on n'a pas parlé vraiment de sa biographie. On s'est donné le courage d'aller chercher les informations ailleurs. Heureusement qu'on a raconté notre grand frère, nous a donné son histoire. Alors, ce que Rachel vient de dire, c'est très, très capital pour tout Africain d'aller donner cette histoire, que ça revienne aussi dans l'histoire du panafricanisme. Que ça ne soit pas seulement, bon, on est tous africains, on a étudié leur histoire, on ne connaît rien de notre histoire, et si on connaît l'un des Africains qu'on parle, on n'arrive pas à développer vraiment son histoire. C'est à nous maintenant de développer l'histoire et pour donner, les enseigner alors. Donc, je vous ai appris, c'est bien parce qu'il y a toujours des étrangers ou des nouvelles personnes qui s'ajoutent comme nous. C'est la première fois de participer. C'est bien de commencer par la biographie pour donner quand même l'aura à la personne. Merci pour les t-shirts, merci. Ah ouais. Alors, mot de la fin, pas grand-chose, hein, juste très heureux. Petite une information, je pense qu'on est déjà au courant de ça. On a tenu un point de presse, tous les camarades, hein, toutes les organisations panafricanistes du Sénégal, il y a 2 jours, au siège du FRAPP, on a fait un point de presse. C'était pour dénoncer une forfaiture, la grande avenue qui passe devant l'université, qui est l'avenue Cheikh Anta Diop, a été en quelque sorte charcutée. Cela veut dire que le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur a décidé de prendre une partie de l'avenue Cheikh Anta Diop pour donner le nom à quelqu'un d'autre, à Ahmadou Kara. Oui, et ça c'est vraiment une insulte, vraiment. Juste à titre de rappel, hein, quand Cheikh Anta est décédé en 86, juste un an après en 87, dans un élan de solidarité et surtout de réhabilitation, le président Abdou Diouf avait décidé par décret de lui donner le nom de l'université de Dakar. Et par ricochet aussi, l'ancien maire, je pense que c'était Mamadou Diop, je pense, le maire de Dakar aussi, avait décidé, avec les autorités, de lui donner le nom de l'avenue qui
qui traverse 4 communes, hein, donc la Médina, Fan.e, Mermoz, Sacré-Cœur et Ouakam, une partie de Ouakam. Et c'était un geste qui est très important. Et là, en 2026, on se retrouve vraiment à faire face à cela. Et ça en dit long sur le travail de conscientisation qui doit être fait. Parce que si une autorité aujourd'hui se lève pour faire ça, ça veut dire aujourd'hui, pour moi, qu'il n'a aucune conscience historique, qu'il ne comprend pas carrément ce qu'on est en train de faire et la dimension de Cheikh Anta Diop, le maire de la commune Donc, on a tenu un point de presse il y a 2 jours où on a vraiment dénoncé cette forfaiture-là. Et bien entendu, on est en train de voir aussi les voies et moyens d'un point de vue juridique et autres à faire et à emprunter et pour pouvoir effectivement annuler ça. Et on en profite pour faire un appel au Premier ministre et au Président de la République, vraiment, hein, qu'ils ne laissent pas passer cette forfaiture-là. Pour moi, ce serait manquer de respect à Cheikh Anta Diop. Et je sais qu'ils sont des panafricanistes et qu'ils ne le feront pas. Donc, ils sont attendus aussi sur ça. À part ça, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir, en général. C'est toujours un plaisir. Merci à tous. C'est toujours un grand honneur d'être à côté du doyen. Je le dis parce que j'étais en train de sourire tout à l'heure parce que tout ce qu'il raconte et qu'il a vécu, nous autres, on l'a lu. Donc, quand il dit des choses comme ça sur les partis, ça prête à sourire en fait, parce que je me rends compte de la chance qu'on a, des choses qu'on a lues et qu'il nous raconte en fait, qu'il a vécu. Donc, il faut saisir carrément cette occasion-là et se rapprocher encore plus de lui pour profiter un peu de son immense savoir et de son humilité, qui sont vraiment, voilà, source de motivation, voilà, pour continuer cette lutte-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kissama. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et accompagnés durant ce panel. Et je pense que on a essayé le maximum, en tout cas, de partager avec vous ces thématiques que d'autres parmi vous pouvaient animer. Hein. Donc, je pense que tout le monde pouvait faire le même travail ou bien mieux même que ce que nous avons fait. Donc, merci à Africa First pour ce choix et vivement que ce combat-là continue, ce combat de justice, de vérité, de réparation et de commémoration. Et merci au doyen, c'est un plaisir, comme je le disais au début. Si je savais que le doyen serait du panel, je n'allais jamais accepter de m'asseoir ici. La première fois que je l'ai rencontré, c'est Armel qui m'a envoyé, c'est lui, pour lui remettre un t-shirt du massacre de Thiaroye à remettre à Biram Senghor qu'il a tantôt cité. Donc c'est toujours un honneur et j'ai beaucoup écouté ces vidéos, ces émissions où il parle de l'histoire et de la trajectoire politique du Sénégal, de Cheikh Anta et autres. En tout cas, ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec le doyen, ainsi que Salou, que je viens de découvrir, que je connaissais sur les réseaux comme ça, sur WhatsApp, sur Facebook, mais c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Ça a été un plaisir aussi de partager avec lui. Et j'ai beaucoup appris en tout cas de ses prises de parole et de son expérience. Merci Kissama et merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, camarade. Que dire sinon remercier? Remercier la génération de la relève, quoi. Elle est là, elle fait le boulot. Keep on pushing. Merci à toutes et à tous qui sont avec nous, que vous êtes développés. Voilà, pour essayer de venir rendre hommage aujourd'hui avec nous et la famille Diop. Comme je l'ai dit tantôt, je suis certaine qu'il est très content de là où il est. Ce qui est fascinant, et même fascinant de tout ce qui est là devant les yeux, en fait. Voilà, l'une de ces photos, il a un